La Coupe du monde de rugby 2023 a débuté en France et la bière coule déjà à flot dans les stades malgré la loi Evin qui encadre strictement la publicité des boissons alcoolisées. Comment les brasseurs et les marques de bière s'adaptent-ils à ce cadre légal complexe? Quelles sont les stratégies marketing et communication déployées dans le sport, secteur très réglementé? La bière sans alcool va-t-elle devenir le nouveau fer de lance du sport en France? J'en discute aujourd'hui avec Pierre Galmiche, avocat spécialisé sur la loi Evin. Salut Mmh. Pierre, Bonjour à tous, salut Ludovic. comment tu vas? Bah, écoute, ça va pas mal, un retour de vacances, Comme tout le un peu monde. bronzé, Ouais, exactement. moi je suis plus bronzé du tout, mais en tout cas c'est la course et j'ai l'impression que c'est la course pour tout le monde. Ouais. Et du coup, nouveau setup, vidéo, ça marche toujours en audio. Si vous voulez voir Superpotion en vidéo, c'est possible sur YouTube et Spotify. Sinon, bon, bah, l'audio fonctionne toujours. Donc, ce qui va être intéressant aujourd'hui et dans les futurs épisodes, c'est qu'on va pouvoir montrer des choses aussi, des liens, des pages web, pour discuter autour de tout ça et on va faire le nécessaire pour que l'audio only, reste quand même, cool, parce que si on est trop focus sur la vidéo, et ben, ça va pas le faire pour ceux qui font leur running ou qui font leur vaisselle en nous écoutant. Donc voilà. Aujourd'hui, un sujet très intéressant sur la bière et le sport au regard de la loi Evin et de la loi en général. Qu'est-ce qu'on a le droit de faire? Qu'est-ce qu'on n'a pas le droit de faire? Et ça tombe bien parce que la coupe du monde de rugby a commencé. Alors la bière, c'est une boisson traditionnellement associée, à certains sports comme le foot ou le rugby. Depuis quand les alcooliers et les grandes marques de bière font-elles des partenariats avec, les événements sportifs? Tu sais ça? Alors je saurais pas exactement, je sais que, ça fait quand même un moment puisque, au moins pour, la coupe d'Europe de rugby, ça remonte à 95 le partenariat Heineken. OK. Donc, je pense que oui, ça a toujours été un élément, un point qui rassemble beaucoup de monde, qui rassemble beaucoup de téléspectateurs, donc c'est forcément intéressant pour toute marque d'être présent sur ce type d'événement et d'autant plus pour des marques d'alcool sur lesquelles on associe assez facilement, le visionnage d'un sport, à la télé, quoi. Ouais, c'est La sûr. soirée bière pizza devant un foot, est assez, ça fait presque partie de la caricature, mais c'est quand même assez réel. Ouais et puis il y a des enjeux astronomiques, économiques. Ça doit être monumental aussi, Et et justement pour faire face à ça, alors on va parler dans le sujet numéro un, dans le volet numéro un de ce podcast, de comment la loi Evin encadre-t-elle la promotion des boissons alcoolisées dans le sport? Et pour ça, j'aimerais, partager avec toi un petit article que j'ai vu sur le Figaro. Alors je mets l'article à l'écran, c'était, «Coupe du monde de rugby, pourquoi la bière coulera à flot?» Et du coup, il y a dans l'article, il parle, du code de santé publique qui a été modifié en 91. Donc la loi française a ajouté à son arsenal, législatif l'article 49.1.2 qui Mmh. stipule que la vente d'alcool, dans les stades, les gymnases et plus généralement dans tous les établissements d'activités physiques et sportives est interdite. Aujourd'hui, comment se déroulent les interdictions, de la publicité, sur les boissons alcoolisées dans les stades? Alors, je pense que là, il faut en parler, il faut distinguer, en fait, je pense 2 choses. Il y a l'aspect publicité, marketing autour de la bière qui est, ce qu'on appelle la loi Evin, de manière générale, cette question de publicité, comment on market une bière. Ouais. Et il y a la question qui a été introduite par la loi Evin, mais qui, je pense, est un peu différente, qui est la question de la consommation d'alcool dans les stades. Hem Ce qui est plus lié aux questions de, où est-ce qu'on peut servir la bière? Est-ce qu'on a le droit? Quel type de licence il faut et compagnie. Mmh. C'est vrai que traditionnellement, en principe, on n'a pas le droit de, servir de l'alcool, tout simplement, dans les stades. Le but étant d'éviter, d'alcooliser des gens et d'entraîner des risques de violence, et des choses comme ça. OK. Donc on a une interdiction qui est générale pour, toutes les boissons alcoolisées en fait, quelles qu'elles soient, même les boissons, ce qu'on appelle le groupe 3 qui est, les premières boissons alcoolisées qui comprennent notamment la bière Mmh. et ça vise en fait tous les établissements, d'activités physiques et sportives. Donc c'est tous les stades, c'est, même les gymnases, et cetera. Théoriquement, il y a toujours des exceptions, hein. Il y a des exceptions, je pense notamment, quand tu as
quand tu as un stade qui est situé, typiquement, tu as un hôtel de luxe qui a, je sais pas, un terrain de tennis, bah lui, il peut demander une exception pour aller servir une bière à côté du terrain de tennis parce que en fait, il se trouve dans un établissement, établissement de tourisme. OK. Il y a également quelques exceptions concernant qui sont limitées en fait dans l'année. Donc, tu peux demander des autorisations en matière pour les associations sportives qui ont Mmh. le droit de faire d'avoir 10 fois dans l'année une autorisation de servir des boissons du troisième groupe, donc de la bière, du vin, des choses comme Ouais, ça. c'est ce qui est marqué ici sur le Ouais, c'est une des exceptions, un aménagement, comme ils disent là dans l'article. ouais, Ouais, servir 10 fois par an pour une durée maximale de 48 heures. c'est ça. Donc 10 fois 48 heures, quoi. C'est ça. Donc, du coup, tu dois choisir un peu tes moments dans lesquels tu vas les servir. Ce qui pose du coup problème en matière de pour nos amis aujourd'hui de l'organisation de la Coupe du monde de rugby, puisque je sais pas si tu te rappelles, lors de la Coupe du monde de foot, ça avait gueulé parce que il y avait une interdiction complète de vente d'alcool, notamment dans les stades et aux alentours des stades. Mmh. Bah ici, on pourra aller boire sa bière dehors, mais on pourra pas l'acheter au sein du stade. OK. Donc ça Ouais, parce qu'ils va. en parlent pas mal aussi dans l'article, ils disent qu'il y a des sports plus «raisonnables» entre guillemets que d'autres, parce qu'il y a des supporters plus virulents que d'autres et en gros, ils disent que le foot, c'est un peu plus galère et que le rugby, les gens sont un peu plus raisonnables et du coup que ça serait plus facile pour le rugby de demander, des aménagements de loi. Alors je sais pas, selon toi, est-ce que c'est vrai? Est-ce que c'est, heu Bah, en fait, c'est l'exception dont on parle, c'est une autorisation administrative accordée par le maire de la commune où est situé l'établissement sportif. ouais? Donc, lui, il a un regard un peu discrétionnaire hein, sur l'autorisation. Mmh. Donc ça, c'est oui, forcément, et c'est ce genre de d'observation. Alors, je sais pas si c'est tout à fait réel. Je me demande si c'est pas plutôt un peu, c'est un peu de la caricature. Donc, mais bon, oui, forcément, la caricature et les idées reçues rentrent. Quand il y a un maire qui a plein de choses à faire et qu'on lui demande de servir de la bière, bah, il se dira qu'il a moins de risques d'avoir un problème s'il fait ça avec des rugbyman qu'avec des footeux. Alors, je sais Mmh. pas si c'est vrai, je suis pas certain, mais oui, ça doit sans doute rentrer en compte. Ouais. OK. Et Mm. du coup, en quoi ces restrictions, impactent-elles les partenariats et le sponsoring des événements sportifs? Alors ça, c'est autre chose. Je pense que du coup, enfin, du coup, pour revenir, du coup, ça explique pourquoi la bière sans alcool est aussi populaire dans les stades. C'est que Ouais, du coup, par contre, pour la bière sans alcool, tu as pas de limitation. Donc, la bière sans alcool, c'est la bière qui est située à moins de pour ce là, il y a plusieurs notions de bière sans alcool, mais pour cette notion-là, le seuil est à 1,2 degrés et OK, donc, en dessous de 1,2 degrés, on est considéré comme une bière sans alcool et donc il y a pas de problème d'aller dans les stades, d'accord. d'être servi dans les stades. Alors oui, du coup, maintenant se pose, la question, on est une marque d'alcool, on a très envie d'associer, sa marque au sport. Et donc, est-ce qu'il y a des moyens de le faire ou alors est-ce que c'est complètement interdit? Donc ça, tout ça, c'est bien sûr visé par le code de la santé publique dans les dispositions relatives à la publicité. Mmh. L'enjeu étant bien sûr que il s'agit ici donc la publicité et le parrainage. D'accord. Comme je l'avais dit la dernière fois, si on s'en rappelle, il y a dans la publicité, il y a 2 choses, il y a des supports autorisés et il y a des contenus autorisés. C'est-à-dire qu'on peut faire de la pub, on peut mettre des affiches dans la rue, on peut faire de la pub, on peut, mettre, un truc sur internet, on peut faire de la pub, on peut mettre un message dans un journal et cetera, mais, ça, c'est une liste limitative de supports autorisés. Ouais. Et quand c'est pas autorisé, quand il y a pas c'est un support qui n'est pas autorisé, par exemple, typiquement la télévision, c'est pas un support qui est listé dans le code de la santé publique et ben, du coup, c'est interdit. On n'a pas le droit de le faire à la télévision. OK. Après, il y a des contenus de publicité qui sont autorisés et pareil, c'est une liste limitative, qui a été, interprétée par la jurisprudence de manière très restrictive. C'était tout l'objet de notre discussion de la dernière fois et sur lequel j'ai personnellement, cette interprétation restrictive par la jurisprudence, des réserves assez sérieuse d'un point de vue
y a une question d'opportunité qui peuvent se poser, mais il y a surtout un point de vue juridique d'anticipation de la règle et de savoir un petit peu ce qui est autorisé, ce qui n'est pas forcément évident quand on applique ça très strictement. Mmh. Et donc, il y a des mentions. Il y a des mentions très strictes. On dit, c'est le terroir de production, c'est l'origine, c'est la dénomination, la composition, etc. Donc, il y a tout un tas de choses. Ouais, tout Et ce alors, qui il y n'est a pas marketing et tout ce qui fait moins rêver les gens, dès qu'on est très terre à terre, et c'est ça le problème c'est ça, pour toutes les marques d'alcool, quoi. c'est ça. Et alors, il y a une disposition un peu spécifique pour le parrainage qui Ouais, dit assez clairement: toute opération de parrainage est interdite lorsqu'elle a pour objet ou pour effet la propagande ou la publicité, directe ou indirecte, en faveur des pubs boissons alcooliques. Donc c'est, pour être tout à fait précis, c'est l'article L3323-2, dernier alinéa du code de la santé publique, donc qui interdit purement et simplement le parrainage. Et OK. donc on se retrouve dans des situations où, oui, en France, pour, une marque, à faire référence au sport, c'est compliqué. Mmh. Donc tout ça, cette distinction en fait, pour donner, une idée concrète de ce que veut dire cette distinction publicité-parrainage, pour moi le parrainage, c'est faire apparaître la marque d'alcool dans le sport, tandis que la publicité, c'est faire apparaître, pour les besoins sportifs, le sport dans la marque. Et donc du OK. coup, les critères sont un peu différents. Là où la publicité, c'est autorisé sous certaines mesures, le parrainage, c'est complètement interdit. Donc sur le parrainage, en principe, à partir du moment où on se fait payer pour dire, cet événement a été, parrainé, ou même, toi, par exemple, si tu dis à un moment, «Je suis parrainé par je sais pas quelle marque de bière, qui te paye pour faire apparaître leur nom au début», Mmh. c'est Ce qui juste pas va possible, arriver, quoi. s'il y a des annonceurs qui nous écoutent, ça y est, la porte est ouverte, au parrainage de podcast. Mais voilà, Voilà. après, voilà, si c'est publicité, si c'est une publicité qui a été achetée en régie et tu mets, toi, un petit onglet publicité devant, c'est une chose. Mais si tu dis, super potion parrainée par je sais pas quelle brasserie ou je sais pas quelle marque de spiritueux, ça par contre, ce sera une opération de parrainage interdite. Là, et du coup, il y a, comme vous en imaginez, hein, les avocats se sont dit: «Mais du coup, c'est quoi le parrainage?» Le texte le définit pas, donc on s'est un peu, arraché les cheveux, je dirais pas, mais on en a profité pour essayer de définir ça, un peu plus précisément. D'accord. C'est là où, il y a quand je dis tout parrainage est interdit, il y a sans doute quelques trucs sur lesquels il faut dire ça, ça c'est peut-être autorisé, pour ajouter un peu de subtilité. Hem, je viserais 2 affaires. Il y a une première affaire concernant, Rock en Seine, qui a donné lieu à un arrêt de la cour d'appel de Paris du 3 décembre 2020, sur lequel je ne crois pas qu'il y ait eu de pourvoi devant la cour de cassation. Donc à mon sens, cette décision est définitive et elle donne une idée assez bonne une appréciation assez moderne de ce qui est autorisé dans le cadre de parrainage, ou non. D'accord. Ça, c'est le L'idée, document que tu m'as envoyé, c'est ça? c'est le document que je t'ai envoyé, ouais, OK. exactement. Du coup, on va voir si c'est le bon que j'affiche, à l'écran. Heu, Ouais, 3 décembre 2001, c'est celui-là, exactement. Ouais. OK. Donc ça, 3 décembre 2020, l'effet très rapide, hein, je me l'affiche à côté de moi, mais voilà. L'effet très rapide, c'est, il y a Rock en Seine qui est organisé, Cronenbourg est partenaire de l'association qui organise Rock en Seine et fournisseur exclusif de bière autour, de la manifestation, pour la manifestation. OK. Du coup, forcément, donc l'ANPA, ce qui est l'association nationale de prévention en alcoolologie et addictologie, qui est devenue France Addiction, Ouais. ou Addiction France, je crois, depuis quelques années, s'est opposée à ça en disant: «C'est un parrainage qui est illicite, vous n'avez pas le droit de le faire», et cetera. Alors il y a d'autres choses sur la publicité, il y a d'autres choses, il y a des choses un peu précises, qui sont pas forcément hyper, qui nous intéressent pas directement parce qu'il y avait, des parasols, des ballons, et cetera, marqués, Cronenbourg, donc voilà. Ce Mmh. qui m'intéresse ici, c'est plutôt vraiment cette notion de parrainage. Puisque notamment ce qu'il y avait, c'est que, il y avait un petit flyer, un petit document, un petit programme du festival et son site internet forcément qui donnait le programme. Et en fait, ils mettaient tous les mécènes et les partenaires commerciaux et ils listaient en fait toutes les institutions et toutes les entreprises qui les parrainaient. D'accord. Dedans apparaissait la société, Brasserie Cronenbourg.
Donc la question était de savoir est-ce que ça, c'est du parrainage ou non. Forcément, France Addiction disait oui, forcément, Cronenbourg disait non. Du coup, la cour d'appel s'est dit il faut définir ce que c'est que le parrainage. OK. Selon donc là je le cite parce que c'est ça qui est intéressant, selon la définition couramment admise, qui cite des notions notamment fiscales, le parrainage est un soutien matériel ou financier du parrain apporté à un événement ou à une personne connue qui, en contrepartie, s'engage à faire apparaître publiquement le nom ou la marque du parrain à un moment donné. Ainsi, le parrainage illicite suppose une contrepartie à l'opération de communication, qu'elle soit matérielle ou financière. Donc, on voit bien que cette notion de parrainage, c'est je demande à quelqu'un de faire apparaître ma marque dans l'occasion de quelque chose. Voilà, ça peut être un événement, ça peut être une vidéo, ça peut être n'importe quoi, mais voilà. OK. C'est l'idée de la contrepartie, je paye pour faire apparaître. Or, la cour d'appel considérait que le logo, c'était... attendez, je reprends exactement. Voilà. La mention dans le programme, en l'occurrence, ça se limite à l'usage du logo et de la dénomination sociale de l'entreprise, et qu'en réalité, ça ne constituait pas une publicité en faveur des produits. Et ce qu'on voit, c'est que quand Cronenbourg a fait des apports financiers, et en contrepartie, il a eu de pouvoir être présent sur le lieu, de pouvoir avoir comment ça s'appelle, de pouvoir avoir être fournisseur exclusif de bière pendant le festival, etc. Mais en réalité, OK. la présence du logo et de la dénomination sociale dans la section parrainage ou la section soutien du festival, la cour d'appel a considéré qu'il n'était pas démontré que c'était en contrepartie de quelque chose, en fait. Et donc, puisque en fait, la contrepartie de quelque chose, c'était plutôt notamment une présence sur scène, une présence sur des trucs, etc. Et donc, on se retrouve avec la cour d'appel qui dit on est plutôt sur du mécénat. Voilà, Jacques, je suis sur du mécénat, je suis pas sur du parrainage, donc le but n'est pas forcément financier, n'est D'accord. pas de la publicitaire, et donc on serait dans quelque chose qui est autorisé. OK. Donc Donc ça, France c'est Addiction avait perdu à cette occasion-là? ouais, exactement. D'accord. Ils ont gagné sur d'autres choses dans cet arrêt, mais ils ont perdu sur cette condamnation au parrainage. Cette notion de parrainage. OK. Ouais. Il y a une autre affaire que je t'ai pas envoyée, mais qui m'intéresse aussi, qui est plus ancien, mais qui est, alors c'est pas la cour d'appel, mais c'est toujours intéressant, qui est tribunal de grande instance de Nanterre en 2016. Mmh. C'est toujours la NPAA qui poursuivait toujours Heineken, et toujours pour des questions de parrainage. Ici, c'est un peu plus simple. C'est qu'en fait, Heineken avait organisé des soirées Desperados Wine Club, et donc il disait il y a une soirée qui est organisée avec la bière Desperados, il y a associé avec la production d'artistes, la diffusion de publicité en faveur de Desperados, la présentation de la nouvelle bouteille, etc. Ça constitue un parrainage qui désigne le soutien donné par une entreprise à l'organisation d'une manifestation. Voilà, afin d'obtenir des effets publicitaires. Ça, c'était la position de la NPA. Sauf que, en réalité, ce que dit le tribunal, c'est que la soirée a été organisée par Heineken. Et Ouais. donc, ça ne peut s'analyser que comme une publicité et non comme un parrainage. Puisque il n'y a pas un tiers dans la balance, en fait. Il n'y a pas une deuxième partie qui reçoit un avantage en contrepartie de la publicité. Voilà. OK. Donc voilà, c'est intéressant pour voir cette notion de parrainage. Elle est quand même relativement large puisqu'elle va viser tout ce qui est je fais référence à une marque ou en échange de quelque chose. Mmh. Mais il y a quand même des limites. D'un côté le mécénat et de l'autre côté les choses qu'on organise soi-même. OK, et ça, c'est valable pour les grosses marques ou les alcooliers, autant que pour les petites brasseries artisanales, indépendantes, ça Tout ça, c'est c'est pour tout le toujours monde? pareil, hein. Les règles sont toujours les mêmes pour tout le monde. Mais comme toujours, c'est toujours les grands alcooliers, enfin c'est toujours, pour l'instant, à ma connaissance, c'est toujours les grands alcooliers qui sont poursuivis parce que c'est eux qui ont la plus grosse force de frappe. Mmh. France Addiction, ils n'ont pas des ressources non plus extraordinaires.
et ils ont quand même tout intérêt à viser des gens qui ont une force de frappe publicitaire plus importante pour éviter qu'il y ait une publicité illicite qui soit diffusée à beaucoup de personnes et deuxièmement, pouvoir éventuellement faire jurisprudence quand ils ont une vision un peu stratégique de la construction du droit derrière. Ouais, ouais et puis la filière brassicole est tellement un petit peu dans la mouise en ce moment, en 2023, que c'est pas non plus, peut-être une bonne idée de descendre les gens qui ont un peu moins d'argent, puis par rapport aux industriels, quoi. Ça, C'est c'est encore une pas, autre ça question, va mais pas, je suis pas sûr que ce soit quelque chose qui touche particulièrement France Addiction, puisque c'est pas leur rôle en réalité. ouais. Je pense que c'est vraiment une question de, ils ont des ressources limitées, comme tout le monde, et donc ils s'intéressent à ce qui a le plus d'effet et ce qui est le plus efficace. Et s'il faut attaquer une publicité, il faut mieux attaquer une publicité qui touche beaucoup de personnes qu'une publicité qui touche quelques milliers de personnes, quoi. Mmh, c'est sûr et tu avais un autre cas de figure, il me semble? Alors, il y avait en effet un autre cas de figure, mais qui concernait la publicité, en fait. Une fois donc là, on a parlé du parrainage. Ouais, Le parrainage, pour donner aussi une idée un peu concrète, c'est la raison pour laquelle la Heineken Cup, la coupe d'Europe de rugby s'appelle Heineken Cup partout en Europe, sauf en France où elle s'appelle la H Cup. Voilà. d'accord. Donc, parce que justement, on peut pas associer une marque d'alcool à un événement sportif. Et on Mmh, peut pas demander en fait de faire en tant que parrainage de faire apparaître une marque d'alcool. Donc là, OK. c'est Heineken qui est sponsor, etc. Ils sont toujours sponsors, ils sont toujours parrains, mais ils n'ont pas en contrepartie une publicité pour leur marque. Ils ont Et juste tu un dis que H. c'est la Edge Cup et le H, est-ce qu'il est brandé, Heineken ou est-ce qu'il est Non, justement, totalement il est pas brandé Heineken. Je crois que la H Cup, il est brandé. Il ressemble au poteau de rugby en fait. mmh, OK. Donc ouais, niveau consommateur final, qui s'en foutrait un petit peu plus de toutes ces histoires de loi E20, il voit pas forcément tellement le rapport. Il pense juste, à un Oui, poteau de rugby, ouais c'est ça. et OK. Donc c'est quand même bien vu de la part, bah, de ceux Oui, qui ouais, c'est protègent, un peu ça. malin, ouais. Mmh. Ouais, OK, ça marche et du coup, l'autre cas de figure que tu m'avais envoyé, si je Alors l'autre cas de reprends figure, donc ça je parlais du parrainage, donc c'est l'idée de faire apparaître la marque dans le sport ou dans l'enceinte sportive lors de l'événement. ouais, Et après il y a la question de faire apparaître le sport dans la marque. Et c'est là où l'autre arrêt est intéressant. Donc on est toujours pareil. C'est un arrêt de la Cour d'appel de Paris, un peu plus ancien, 9 février 2016. Je crois qu'il est définitif et également qu'il n'a pas fait l'objet de pourvoi. Je vérifie cela, mais oui, je n'ai pas connaissance d'un pourvoi. Euh, donc, ce qui est intéressant dans celui-là, c'est que on est sur Cronenbourg toujours, mais on est dans un contexte de publicité autour de la coupe, le championnat, pardon, la coupe anglaise, la première, le championnat anglais, la première ligue. mmh, Et donc, donc Cronenbourg, qui est la société du groupe Carlsberg, qui exploite les marques du groupe Carlsberg en France, avait mis Carlsberg en fait avait fait au niveau européen une campagne de publicité où ils avaient mis sur les emballages de leur bière des références au championnat anglais. Donc avec des choses, il y avait des joueurs de football qui étaient représentés sur les canettes, sur les packs, il y avait des mentions. Voilà, c'est ça. Première officielle, Barclays Premier League, l'instien de la Première Ligue, etc. OK, La question qui s'est posée, je pense la NPA à l'époque avait fait massive en disant ouais, c'est de la publicité, c'est du parrainage, tout ça c'est interdit, etc. La Cour a été un peu plus subtile parce qu'il devait forcément fonder un peu sa décision. Elle a dit, en fait, il y a un article dans le Code de la santé publique qui dit que le conditionnement, donc l'emballage des produits, doit respecter les règles sur la publicité. C'est-à-dire que ce qui sous-entend, selon la Cour, que le conditionnement est utilisé par les distributeurs comme un support de publicité, ce qui est mmh, assez cohérent d'ailleurs. ouais, normal. Du coup, techniquement,
on doit respecter les mêmes exigences en matière de publicité, que ce soit sur une affiche dans la rue, sur une vidéo sur internet ou sur le conditionnement lui-même. Donc là, je vais citer, hein, parce que sinon je paraphrase et ce sera juste moins bien dit. L'opération commerciale visant à proposer à la vente des canettes et packs de bière Carlsberg, dont le conditionnement représente 4 joueurs de football avec la mention Barclays Premier League, bière officielle, et l'instinct de la Première Ligue, avec l'apposition de la marque et du logo Carlsberg, constitue bien de la propagande en faveur de cette boisson alcoolique. Dès lors qu'en associant une compétition sportive à une boisson alcoolique, elle est destinée à favoriser chez un public passionné par ce sport un lien entre cette boisson alcoolique et des matchs de compétition, et relève donc des restrictions prévues par les articles précités. Donc, et ensuite il rajoute, les mentions figurant sur les canettes et les packs litigieux comportent des références visuelles qui sont étrangères aux seules indications objectives et techniques du produit énumérées à l'article machin du Code de la santé publique. Mmh. Et elle rajoute qu'en plus, ça constitue une opération de parrainage. Ça, je serais beaucoup plus réservé. Et donc en tout cas, on arrive en disant tout ça, ça constitue, en plus c'était en référé, ça constitue un trouble manifestement illicite. Et donc, j'ordonne le retrait sous astreinte des canettes et packs de bière comportant les mentions incriminées. OK. Donc ça, ça montre en tout cas que il faut faire attention à il faut forcément faire attention à ce qu'on met sur les bouteilles de bière, toujours. Ce qui est intéressant là, c'est que sur les mentions de sport, sur l'utilisation du sport, ça a déjà fait l'objet de l'attention jurisprudentielle. Donc on sait bien qu'aller mettre du sport, aller mettre des têtes de footballeurs, aller mettre des choses en disant, voilà, typiquement bière officielle, voilà, c'est bière officielle d'une coupe de rugby, c'est compliqué. Bière officielle d'une coupe de foot, c'est compliqué. Question plus tangente, est-ce que le simple fait de faire référence au sport en disant, je sais pas, Oval Beer ou Mmh. Football Beer, un truc comme ça. Rien que dans le nom de la bière, par exemple, tu veux Ouais, dire? rien que Ou, dans le nom de la bière ou juste un visuel représentant le sport. après ils font tous un brassin, là je parle de tout le monde, hein, vraiment toutes les Ouais, brasseries indus ou artisanales, en France, ils ont tous fait un brassin pour la coupe de rugby et qu'est-ce qu'on va faire, en fait? ouais, C'est, c'est ça exactement, exactement. Je pense que techniquement, ben oui, on n'a pas le droit de faire ça, mais techniquement, si on voulait aller là, on n'aurait pas le droit de mettre un phénix sur les bières Grimbergen puisque c'est pas, ça a pas été, ça vient pas d'un phénix, hein, c'est bien là, donc c'est pas lié à une origine, etc. ouais. Donc voilà, je suis assez, je pense que là-dessus, techniquement, c'est sans doute pas autorisé. Je pense que le risque est quand même beaucoup moindre. C'est toujours cette question, hein. On va viser en premier les campagnes marketing et les produits les plus successful parce que c'est ceux qui touchent le plus de public. C'est là où les enjeux de santé publique sont les plus importants. Mmh. Donc OK. c'est sans doute un point à garder en tête. Voilà, après techniquement, ouais, faire référence. Mais voilà, c'est toujours la question. Moi, je suis toujours un peu réservé sur des positions très jusqu'au boutiste d'interprétation de la loi E20 comme ça, puisque on arriverait en fait à des packs de. Si on interprétait aussi strictement que ça, on devrait en fait faire comme les paquets de cigarettes Bah oui, et avoir des bien sûr. mentions absolument neutres. Et je suis pas certain que ce soit l'intention du législateur. Je suis même assez assez franchement persuadé que c'est pas du tout l'intention du législateur et que ce serait une interprétation jurisprudentielle un peu abusive. Donc voilà, je suis moins inquiet en tout cas sur ce genre de choses Surtout que que si on a sur, que ça qu'en France, enfin, tu imagines, tout le monde ferait son business à l'international, pour ramener des bouteilles qui ressemblent à des bouteilles et qu'on a toujours connues et en France, à chaque fois que tu achètes une bouteille ou une canette, il y aura un gros sticker noir. Enfin, bah, j'y crois pas du tout, mais bah, ça obligerait les importateurs à faire du rebranding quoi, ouais, c'est oui, sûr. aussi, ouais. OK. Ouais. Là, en tout cas, on a fait un bon tour d'horizon de tout ce qui est, loi Evin et certains cas de jurisprudence et tout qu'on a pu voir, en lien avec le sport et j'avais un deuxième volet dans ce podcast, c'était comment les brasseurs et les startups boissons, s'adaptent-ils à ces contraintes légales? Donc en fait, en gros, mon point, c'est, comment est-ce qu'on peut promouvoir la bière et la bière sans alcool? Il y a 2 points là-dedans, c'est qu'en fait, d'une part, tu peux avoir une brasserie artisanale ou industrielle qui a son portefeuille de boissons, de bières et qui brasse, je sais pas, la pale ale, la blonde, la brune, l'ambrée, l'IPA, la NEPA, tout ce que tu veux, stout et ils ajoutent à leur portefeuille une bière sans alcool
parce que ça devient tendance et que tout le monde doit en faire une et tout le monde doit en Mmh. vendre une, au CHR ou autre. Et à côté de ça, tu peux avoir des nouvelles startups ou des nouvelles brasseries qui se lancent uniquement sur ce segment bière sans alcool. Alors déjà, ma première question, c'est: est-ce que la loi ne s'applique pas pareil sur ces 2 cas de figure? Oui, tout à fait. Ça s'applique pas pareil. OK. Puisque, la loi E20, donc les dispositions du code de la santé publique sur la publicité pour les boissons alcooliques, s'appliquent pour tous les éléments de publicité directs ou indirects en faveur d'une boisson alcoolique. Donc typiquement, moi je pense à, tu vois, quand tu as une marque de bière connue, je sais pas, Heineken ou Kronenbourg ou, Carlsberg, ils ont leur bière classique et puis après il y a Heineken 0.0 et ben, quand tu fais de la pub pour Heineken 0.0, en réalité, tu fais aussi indirectement de la pub pour Heineken, Mmh. qui est une boisson alcoolisée. Donc, à ce moment-là, tu dois, même quand tu fais de la publicité pour ta bière non sans alcool, respecter les dispositions de la loi E20. Puisque dans ta publicité, tu as une référence à une marque qui est utilisée pour une boisson alcoolisée. En revanche, situation est différente quand ta marque, que ce soit d'ailleurs une start-up qui fait que de la boisson non alcoolisée. Mais ça peut être aussi la même chose pour une brasserie artisanale qui a 2 gammes, une avec une marque spécifique boisson alcoolisée, une marque spécifique bière sans alcool. À partir du moment où ta marque est spécifique pour tes bières sans alcool, à ce moment-là, le lien avec que La sur la marque mère? publicité, on voit pas de lien avec la marque mère alcoolisée. À ce moment-là, on peut considérer que c'est pas problématique puisque tu n'es pas de la publicité pour une boisson alcoolisée, même indirectement. OK, mais dans ce cas-là, il faut marquer aucun petit logo, petit pictogramme sur la canette qui rappellerait la marque mère. Il faut que ce soit totalement une house of brands, donc une marque indépendante. Hem, Faut qu'en tout cas, ce soit pas un élément de communication, que ce soit sur la publicité affichée au public ou sur l'emballage. Tu peux y ouais. mettre derrière, brassé par Ah bah, machin ça, de toute ou façon, tu tu es mettes un petit obligé, logo machin. sauf si on t'autorise à mettre un nom différent pour le même lieu de production. Ça, je sais pas si c'est le cas. Mais en tout cas, OK, ne pas mettre une petite pastille, donc ne pas faire une marque endorsée, mais faire plutôt une marque vraiment à part entière, Ouais. individuelle et Typiquement, si tu avais, parce que je crois que Tourtel, c'est Heineken. Si tu avais Heineken présente Tourtel sur chaque bouteille, mmh bah, Heineken est juste au-dessus, c'est affiché en grand et cetera. On serait dans le dans une publicité indirecte pour une boisson alcoolique. Si tu as OK. derrière, si tu as un truc, je suis sur un emballage, hein, si c'est marqué sur la contre-étiquette, c'est derrière en petit heineken.com, et cetera. Je pense qu'on est moins problématique puisque c'est un élément d'information du public et c'est pas un élément de publicité, en fait. Et quand on parle de sans alcool, donc en France, sans alcool, c'est inférieur à 1,2, c'est ça? Ouais, exactement, ouais. Et du coup, une start-up qui se lancerait, avec des boissons à moins d'1,2, ça, c'est OK niveau loi E20. Il faut pas être 0,0, moins Non, inférieur à 1,2, ça c'est bon. ouais, c'est bon. On est, en fait, on est vraiment dans la boisson sans alcool et on a tout à fait, la possibilité bah, c'est ce que fait d'ailleurs Tourtel, hein, pour être tout à fait clair, Tourtel, Twist et sur le Tour de France. Mmh. Donc Ouais, typique dans le genre parrainage par une bière sans alcool, ça se pose là. Donc oui, 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 tout à fait, il y a pas de et c'est à partir de 1,2. OK. Ouais, donc ça c'est vachement intéressant et moi je voulais montrer quelques exemples pour corroborer tout ça. Bon, on a Athletic Brewing qui s'est lancé sur le marché des bières sans alcool. Rien que le naming, tu vois? Rien que Athletic Mmh. Brewing, ça sous-entend, bah, qu'il y a un côté athlétique, peut-être sportif, derrière la marque. Alors ça, dans tous les cas, si c'était une start-up boisson, en France qui s'appelle, Bière d'athlète, si c'est sans alcool, pour Moi, ça toi, me pose pas de problème, ouais. ça Ouais, pose ouais. pas ce problème, ouais. Donc même dans le C'est je naming. serais, il y a sous la réserve, il y a une réserve où il faudrait étudier un peu plus avant, mais il y a la question de la loi E20. Sur un terme de la loi E20, ça pose pas de problème. Mmh. Là où il faut faire attention, quand on fait, ce genre de lien avec le sport ou avec la santé de manière générale, c'est qu'il y a une autre réglementation, qui est une réglementation européenne cette fois-ci, qui Ouais. s'intéresse à ce qu'on appelle les allégations nutritionnelles et de santé. Alors en général, c'est moins sur le sport, c'est plutôt sur des trucs un peu plus de santé et cetera. Mmh Mais mh.
dans laquelle, en fait, c'est un vieux règlement, j'ai noté un règlement 1924/2006 du 20 décembre 2006, qui dit, pour faire des allégations nutritionnelles et de santé, en fait, il y a des allégations autorisées. Donc, pour les allégations nutritionnelles, typiquement, c'est, j'ai noté, faible teneur en sucre, pauvre en sodium, et cetera. Donc, il y a une annexe qui est prévue dans le règlement qui dit, pour pouvoir dire ça, il faut que vous remplissiez tel critère, OK, et qui sont ça pas doit être forcément sur le excessifs. packaging et également sur toutes les campagnes de pub que tu devras faire? Si tu fais une allégation, que ton allégation, elle peut apparaître sur le packaging ou sur la publicité, mais à partir du moment où tu l'as fait, quel que soit l'endroit où tu l'as fait, tu dois respecter les conditions prévues. Et OK, après, tu as les allégations de santé. Ça peut être, je sais pas moi, boire du lait le matin, ça renforce les os, c'est bon pour la circulation, ou mon produit me permet facilite le transit intestinal. Tu vois, ce genre de choses un peu produits de santé. mmh, À ce moment-là, il y a des allégations autorisées. Un registre des allégations de santé européen qui dit, voilà, tel truc, tel lien entre tel produit ou tel ingrédient et tel effet de santé, c'est reconnu. Et du coup, vous pouvez le mettre dans un produit alimentaire, d'accord. donc dans une boisson. Si au contraire, c'est pas dans le registre, vous n'avez pas le droit de le mettre. Et si c'est pas dans le registre et que vous voulez le mettre, vous devez demander l'inscription au registre des allégations de santé. Ouais, Voilà. donc en fait, ça pose la question d'un tout nouveau marché qui peut être hyper prolifique. Là, si on voit tout ce qui se fait en termes de R&D, de recherche en labo, donc il y a des innovations en matière de levure, pour créer des bières sans alcool et cetera, qui commencent à vraiment ça commence à être bon. C'est toujours un petit peu flotteux, mais il commence à y avoir un petit peu de texture, un petit peu de mousse et voilà. Et il y a ces termes qu'on voit commencer à apparaître: bière isotonique, bière fonctionnelle, bière de récup aussi. Là, j'ai un exemple avec, Gotchoa, c'est une nouvelle marque de boisson, qui se qualifie de sports beer, tu vois? Là, pour le coup, Mmh. il a vraiment ça sur son packaging et heu et là, du coup, il y a peut-être des allégations de santé, naturellement vitaminées, enrichies en sels minéraux, isotoniques et après, il y a tout ce qui va avec le fait que cette bière isotonique favoriserait la récup. Donc là, tu vois, tu as les valeurs nutritionnelles sur, Ouais. leur site internet, énergétiques, sucre, calcium, magnésium, sans alcool, hydratation et j'ai vu sur quelques articles aussi spécifiques que la bière, favoriserait la récup plus que l'eau, grâce aux polyphénols ou à certaines substances qui sont présentes dans la bière. Je ne sais pas à quel point on est too much dans le marketing, mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est que là, clairement, il remplit toutes les conditions en termes de loi. Alors du coup, pas la loi E20 parce qu'il est sans alcool, mais allégations de santé, tout ça, enfin, il Du remplit coup, toutes les conditions, quoi. alors, en tout cas, il rentre clairement dans le champ des allégations de santé. Quand tu dis: «Je favorise la récupération», pour moi, c'est une allégation de santé. Ouais. Après, j'ai pas fait l'exercice d'aller, me taper le registre, pour voir si, cette allégation a été autorisée. Mmh. Mais si c'est le cas, du coup, il y a pas de problème. En revanche, s'il fait une allégation de santé en disant, je sais pas: «Tel minéraux, qui est présent dans ma bière favorise la récupération et c'est mieux que l'eau, donc buvez ma bière après le sport». Perso, si c'est pas dans le registre européen, il y a clairement, on peut se poser des questions, quoi. Ça me OK, poserait problème. d'accord. Je Voilà. Ouais, il y avait, alors niveau com, je sais pas, j'aurais peut-être des choses à redire, mais j'avais vu qu'il avait fait une espèce de pub, tu vois? Où la bière préférée de Kylian et Lionel, après il met une petite astérix et après il dit que c'est 2 étudiants en droit à Montpellier, alors que bon, clairement Ouais. on est dans le foot, quoi. Mais tout ça, ce serait forcément foncièrement interdit pour une brasserie, qui brasse que des bières avec alcool. Là, bon, il y joue beaucoup, hein, dans toute sa com à ce Ouais. niveau-là, mais en soi, il a pas de problème et il fait les choses bien vu que Non, c'est ça sans ça oui, alcool, oui, quoi. c'est ça, et si à partir du moment où c'est vraiment sans alcool, Ouais, en OK, tout cas sur ces trucs-là, moi, c'est pas gênant. Il y a juste vraiment cette notion d'allégation de santé qui me gêne un peu. Voilà. d'accord. Et après, tu vois, j'ai un autre exemple, la véritable bière de récup conçue par des sportifs et pour les sportifs, brassée artisanalement en Savoie, enrichie de fleurs et plantes de montagne, bio, sans alcool et sans gluten. Là, c'est beaucoup moins marketing, c'est un peu Mmh. plus healthy, naturel, ça me paraît cool et il y avait
je trouvais ça intéressant leur texte ici. La Run Hard n'a pas vocation à truster les classements annuels de boissons de récup. Ça, j'ai bien aimé. Et pour cause, nous ne prétendons pas fabriquer une boisson de récupération à proprement parler. En tout cas, certainement pas selon les standards actuels de l'ultra sportivité. Non, la Run Hard est une bière et donc en premier lieu une boisson de plaisir. Mais chez Run Hard, nous sommes des sportifs nous aussi. Et comme beaucoup de sportifs, nous trouvons que la meilleure bière, c'est celle qu'on trinque après un bel effort. Alors, nous avons voulu créer une bière adaptée à ces moments-là, la véritable bière de récup. Et puis après, il parle sans alcool, donc inférieur à 0,5, faiblement calorique, certifié bio sans gluten, enrichi en plantes, etc. Je trouve ça plutôt cool. Et j'avoue que on arrive dans cette ère de bière de récup, quoi. Mmh. Est-ce que c'est pas le nouveau segment, qui peut porter ses fruits en France? Vu qu'on est tous pas très fans de la bière sans alcool, tu prends un Français lambda, il va te dire, «Non, donne-moi une vraie bière, j'ai travaillé toute la journée, j'ai envie de me détendre Ouais, avec une bière». et pour les femmes enceintes Hem quoi, grosso modo? et pour les femmes enceintes, bah, c'est quand même pas du 0,0, donc en soi, c'est quand même pas conseillé. Il y a des traces Ouais. d'alcool, donc c'est quand même pas ouf. Mais du coup, je me dis ce segment bière de récup, bière isotonique, bière fonctionnelle, il peut être porteur et surtout, il peut faire en sorte que plein de marketing Mmh. soit cool, enfin que qu'on démocratise Qu'on un peu puisse la s'amuser un com, peu, ouais, avec on la puisse com, ouais. s'amuser, ouais, et ça, je trouve Ouais. ça vraiment intéressant. Donc voilà, c'était un cas de figure que je pouvais, trouver cool, et donc là, pour résumer un petit peu, tout ce qu'on vient de dire, au final, si on prend une marque, je sais pas, comme, la Débauche, Gallia, enfin, tu vois, une brasserie qui serait assez connue, ou non, heu, si elle crée dans son portefeuille, une sous-marque qui n'a rien à voir et qui est brandée sans alcool et qui a aucun lien visible entre les 2, elle peut totalement, mettre ça sur le marché et commencer à se faire plaisir avec un compte Instagram à part, avec un compte Facebook à part, avec tout dissocié comme l'a fait, bah, la Débauche avec Spunky, mais Spunky est du coup juste un pétillant bio, Mmh. donc c'est sans alcool. Mais du coup, c'est assez mignon. Il y a un chat, il y a un mec avec son petit chat, enfin c'est des dessins, c'est quasiment, enfantin aussi. Donc là aussi, on pourrait se dire, est-ce qu'en gros, les brasseries d'aujourd'hui qui brandent des produits sans alcool quasiment pour les enfants, est-ce que c'est pas aller récupérer les enfants plus tard quand ils auront l'âge de boire de la bière, tu vois? Là, on va très loin, mais bon, quand tu vois toutes les illustrations sur les bouteilles de bière, actuellement, enfin, c'est à se demander si, est-ce que ton gamin, il ouvrirait pas le frigo et puis il se trompe en pensant que c'est une boisson, c'est un Mmh. soda, un sirop, alors qu'en fait, c'est une grosse Imperial Stout, mais qui a eu heu, un gros Ou c'est travail une de dessin. NEIPA, c'est un NEIPA, il la descend, il se rend pas compte et en fait, il y a de l'alcool dedans, quoi. C'est ça, vu que maintenant on se rend plus compte de l'alcool avec la NEPA à 8 degrés, quoi. Mais en tout cas, ouais, c'est un vrai truc, mais je me dis, par le biais du sport, il peut y avoir peut-être, l'émergence du sans alcool, et on commence à le voir sur pas mal d'articles médias, sur tous les journaux. Heu, Ce qui est intéressant, je trouve, c'est que notamment sur le sport, c'est que toute la communication qui est faite par ces nouvelles, brasseries, ou ces nouvelles marques de bière sans alcool, sont faites à l'égard des sportifs amateurs. mmh, Tu vois, là où on a parlé, jusqu'à présent, sur la publicité de parrainage de gros événements sportifs, de parrainage de, coupe du monde, de trucs comme ça, ou de championnats de foot, nationaux. Là, on est, vraiment sur, une bière sans alcool pour le sportif de tous les jours, ton truc après ton run du dimanche matin, tu as le droit de prendre une bière, quoi. Un peu déculpabiliser la consommation d'alcool, liée au sport. mmh. Donc, moi je trouve ça ainsi intéressant puisque on est toujours dans cette question de lien entre le sport et la bière, mais on parle pas aux mêmes personnes en réalité. On parle à en tout cas pas de la même manière. Mmh. Ouais, et puis d'un point de vue marketing, on niche encore un peu plus son audience, et pour moi, Mmh. c'est un peu des les marques gagnantes. Dès que tu as une stratégie de segmentation, très spécifique, bah, tu as une force de frappe. Tu vises moins la masse, mais tu as un meilleur rendement, si Mmh. je peux dire ça comme ça. Un peu dégueu, mais mais bon, c'est un peu le cas. OK, bah, du coup, on a fait un bon tour d'horizon. Est-ce que tu avais des, je sais pas, des choses à dire davantage, concernant la loi Evin et le sport, ou concernant la loi Evin tout court, avec des choses qui auraient pu arriver, récemment? Non, 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 pour l'instant, la loi E20 est plutôt stable. On attend toujours, la décision Captain Morgan. Alors je ne sais pas ce que ça veut dire. Elle ne soit pas rendue publique, mais
Mais voilà, en tout cas, il y a pas de nouvelles particulières là-dessus. OK, ça marche. Et ben, avant de quitter ce podcast, où est-ce qu'on peut te retrouver? Où est-ce que les auditeurs peuvent t'appeler s'ils ont un problème, juridique? Alors moi, je suis, surtout présent, par email. On peut me retrouver alors je suis avocat au sein d'un cabinet qui s'appelle Aramis, comme le mousquetaire et donc le site internet c'est aramis-law.com et dans lequel vous verrez tous les avocats du cabinet et vous retrouverez ma tête, Pierre Galmiche, avec, mon adresse email. Il n'y a pas de problème, vous pouvez me contacter par email, c'est sans doute le plus simple. C'est ce que j'ai tout le temps sous la main, voilà. Donc ça, ce serait le plus facile pour me contacter. OK, ça marche. Parfait, bah, écoute, merci encore, je te reproposerai peut-être, d'ici peut-être un an, sinon ça si tu arrives 4 fois dans l'année, ça va être un peu too much. Ça Heu, va finir par se voir. mais en tout cas, bon, bah, là, ouais, on surfe de toute façon avec l'actu, donc là, c'est sûr que bière et sport, on est pile dedans, donc je pense que ce podcast, bah, va bien marcher encore une fois et va intéresser pas mal de gens. Et puis voilà, bah, écoute, merci à toi. Bonne rentrée et heu Merci beaucoup. et on se retrouve, et ben, très bientôt, dans un Merci prochain Ludovic. épisode. Ouais, à la prochaine. À la prochaine. Ciao.